Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour votre édition du 15h, dont tels sont les principaux titres. Le ministère de la Jeunesse et de la Culture a officiellement lancé les préparatifs de la 13e édition du Grand Prix du chef de l'État. Cette nouvelle édition qui s'annonce comme un rendez-vous majeur dédié à la promotion de la créativité. La Norvège et l'Angleterre ont validé leur qualification pour les quarts de finale de la Coupe du Monde 2026 après 2 victoires importantes au 8e de finale. Bonjour à toutes et à tous, c'est ravi de vous retrouver sur Djibouti pour votre édition du 15h. Grand Prix du chef de l'État, initiative de la jeunesse de cette année 2026. Le ministère de la Jeunesse et de la Culture lance ainsi les préparatifs de la 13e édition, du Grand Prix du chef de l'État. Initiative jeunesse. Le ministère de la Jeunesse et de la Culture a lancé ainsi les nouveaux préparatifs. Les préparatifs de la 13e édition du Grand Prix du chef de l'État, initiative jeunesse, sont désormais engagés. Dimanche 5 juillet 2026, Mme Ferdousa Moussa, ministre de la Jeunesse et de la Culture, a présidé une importante réunion de travail réunissant les hauts cadres du ministère de la Jeunesse et de la Culture afin de poser les bases de cette grande échéance du calendrier culturel national. Au cours des échanges figurait l'examen des différentes propositions de thèmes soumises par les directions techniques du ministère ainsi que les orientations stratégiques devant guider l'organisation de cette nouvelle édition. Les discussions ont permis d'identifier les principaux axes de réflexion en vue de retenir un thème fédérateur en adéquation avec les priorités nationales et les ambitions du concours. Et dans un contexte de renforcement de l'action climatique nationale, le ministère de l'Environnement et du Développement durable, en partenariat avec le ministère de l'Économie et des Finances, et avec l'appui de la Banque africaine de développement, la BAD, a lancé un atelier national de formation consacré à la mobilisation de la finance climatique et au développement des projets bancables. Organisé du 6 au 9 juillet 2026 au Sheraton Hotel, cet atelier vise à renforcer les capacités des acteurs nationaux afin d'améliorer l'accès du pays aux mécanismes internationaux et du financement climatique. Il réunit des représentants des administrations publiques, des collectivités territoriales, du secteur privé, de la société civile ainsi que des partenaires techniques et financiers. Durant 4 jours, les participants suivent des sessions de formation, des travaux pratiques, ainsi que des échanges d'expériences portant ainsi sur les mécanismes de financement climatique et les exigences des bailleurs et les outils de conception du projet conforme aux standards internationaux et de bancabilité. Et à travers cette initiative, le gouvernement réaffirme sa volonté d'accélérer la transition vers un développement de résilience et renforcer sa mobilité en ressources nécessaires. Je tiens en particulier à saluer le leadership des ministères chargés de l'économie et des finances, ainsi que de l'environnement, de l'eau et de l'assainissement, dont les engagements constants ont rendu possible la tenue de cette importante rencontre. Et dans son allocution d'ouverture, le secrétaire général auprès du ministère du Développement et du Développement durable a souligné que le renforcement des compétences nationales demeure essentiel pour concevoir ces projets. De cet atelier, qu'il me soit permis d'exprimer ma profonde gratitude à l'endroit de la Banque africaine de développement pour le financement de ce projet de renforcement des capacités institutionnelles et techniques pour la mobilisation de la finance climatique en vue de la préservation et la gestion des risques climatiques, appelé RECFIC. Je tiens également à saluer l'engagement constant de la BAD à Djibouti ainsi que les résultats déjà obtenus depuis le lancement des projets RECFIC. Mesdames et messieurs, il n'est plus besoin de rappeler que le changement climatique constitue aujourd'hui une menace réelle et un défi majeur pour le développement de tous les pays, notamment pour les pays africains et les petits États insulaires. La République de Djibouti, en particulier, figure parmi les pays les plus vulnérables aux effets du changement climatique. Les sécheresses récurrentes, les vagues de chaleur extrêmes, les crues soudaines ainsi que les risques côtiers ont un impact direct et significatif sur la sécurité alimentaire, les moyens de subsistance agro-pastoraux, l'accès à l'eau potable et la résilience des infrastructures. Pour faire face à ces défis climatiques, notre pays s'est engagé résolument dans des actions climatiques ambitieuses visant à promouvoir un développement à faible émission de carbone et résilient au changement climatique. Cette orientation stratégique a pour objectif de protéger nos ressources naturelles, de renforcer la résilience de nos populations et d'assurer un développement inclusif et durable en harmonie avec nos engagements internationaux.
Et dans le cadre du renforcement de la coopération régionale en matière de contrôle des finances publiques, la République djibouti a abrité un atelier régional de 3 jours consacré à la revue et à la préparation des rapports d'audit financier du projet PASIMS. Placé sous l'égide de la présidente de la Cour des comptes de Djibouti, Ismahan Mahamoud Ibrahim, également présidente en exercice du Conseil régional de formation des institutions supérieures de contrôle des finances publiques de l'Afrique francophone et subsaharienne. Cette rencontre se tient à l'hôtel Sheraton de Djibouti. Cette cérémonie d'ouverture qui s'est déroulée en présence de hauts responsables et des institutions supérieures de contrôle des finances publiques des États membres. Les travaux réunissent ainsi les délégations venues de la République démocratique du Congo, du Burkina Faso, de la République Djibouti également, du Madagascar, du Mali, du Sénégal, du Tchad et de la Burundi. Atelier qui visait à renforcer les capacités des institutions participantes en matière d'audit financier, à harmoniser ainsi les pratiques professionnelles et à améliorer la qualité des rapports d'audit du projet PASIMS. Conformément aux normes internationales et en vigueur en matière de contrôle des finances publiques. En accueillant ainsi cette rencontre, Djibouti réaffirme son engagement constant en faveur de la bonne gouvernance, de la transparence et de la gestion des finances publiques ainsi que le renforcement des coopérations entre les institutions supérieures de contrôle. Faire la qualité de l'audit public un levier durable de bonne gouvernance, de transparence et de confiance au service de nos États et nos populations. Écoutons à présent les propos de la présidente de la Cour des comptes à cette journée. Le projet PASIM occupe une place particulière dans le portefeuille d'intervention du CREFIAF, mis en œuvre au bénéfice des institutions supérieures de contrôle de la région d'Afrique francophone subsaharienne. Il illustre l'engagement conjoint des IEC de la région et de l'Alliance Gavi Fonds mondial en vue d'assurer durablement la surveillance rigoureuse des subventions octroyées dans le cadre de ces initiatives mondiales au profit de la santé et de renforcer la contribution des institutions de contrôle à la transparence, à la redevabilité et à la performance de l'action publique. Ces financements, aussi précieux que conditionnés, exigent de notre part une redevabilité exemplaire, une transparence sans faille, une traçabilité irréprochable de ces fonds alloués le plus souvent au profit des populations les plus vulnérables. Chers collègues, mesdames et messieurs, c'est à cet objectif commun que répond le projet PASIM. Autre nouvelle du pays, un atelier de concertation vers une campagne de sensibilisation sur l'importance du mariage au sein de la nation djiboutienne. Et dans le cadre de ces efforts en faveur du renforcement de la stabilité familiale, de la promotion des valeurs sociales, le ministère de la Femme et de la Famille a organisé ce matin au Palais du Peuple un atelier de concertation consacré à la préparation d'une campagne nationale de formation et de sensibilisation sur l'importance de l'institution du mariage à Djibouti. Cette cérémonie d'ouverture qui a été présidée par la directrice de la Femme et de la Famille, Fawzia Ali Ousmane, en présence de la directrice de l'observation des genres, Mme Choukri Hussein Dibah, ainsi que les représentants des ministères concernés, président de la communauté de Blaos, autorité de la Charia et plusieurs autres organisations de la société civile. Réunissant ainsi les principaux acteurs institutionnels et communautaires, cet atelier vise à définir une approche concertée vers la mise en œuvre d'une vaste campagne nationale. Les discussions ont porté essentiellement sur les défis auxquels font face l'institution du mariage, les moyens de mieux préparer les futurs époux, ainsi que les actions à entreprendre pour promouvoir les unions fondées sur le respect mutuel, la responsabilité et la solidarité familiale. Les participants ont également exprimé des axes stratégiques de la campagne, des outils de sensibilisation à privilégier, ainsi que des mécanismes de coordination entre les différentes parties prenantes afin d'assurer une mobilisation efficace sur l'ensemble du territoire national. Et à ce propos, voici les tenants et aboutissants avec la directrice de la Femme et de la Famille de cette journée. Si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est parce que nous partageons une certitude: la famille est le berceau de notre avenir. La famille constitue en effet la première cellule de notre société,
la pierre angulaire de l'édifice national et le noyau central autour duquel s'est bâtie notre identité culturelle et notre civilisation. C'est à l'aune de la réussite et de la stabilité de nos foyers que se mesurent objectivement le bonheur, la cohésion et la prospérité de notre pays. À l'inverse, la fragilisation et la désintégration du tissu familial entraînent inévitablement le déclin social et l'égarement des générations futures. C'est pourquoi notre sainte religion, l'islam, ainsi que nos valeurs coutumières ont accordé une attention toute particulière à la consolidation de ces sanctuaires afin d'en faire un environnement sûr où s'épanouissent les valeurs de dignité, de morale et d'éthique. La famille est, par excellence, la première école de la vie. C'est en son sein que se forge la conscience humaine et s'implantent les principes directeurs de chaque citoyen. Dans ce cadre, le parent incarne le premier modèle de référence, tandis que les enfants en sont les fruits précieux. De la droiture de ce terreau dépend la qualité de notre avenir commun. Et dans le grand format de ces éditions, quand les mots du colon ont dessiné les frontières djiboutiennes. Entre 1862 et 1885, une dizaine de traités sont signés, scellant ainsi progressivement le destin des territoires entiers. Mais derrière ces accords, une réalité troublante. Les chefs Issa et les sultans de Gobahat ne maîtrisent pas le français encore. Dans ce déséquilibre, le puissant colonial impose ainsi sa lecture, son langage et ses intérêts. C'est le grand format. Merci. La France signa son premier traité avec les autorités traditionnelles au nord du pays, à Obok. Dans un premier temps, elle délaissa cette possession pendant plus de 20 ans en y voyant peu d'intérêt, et c'est là, malgré le percement du canal de Suez, qui devrait revaloriser sur les plans géostratégiques toute la région. C'est surtout à cause de l'intérêt qu'accordaient Italiens et Anglais à cette région que les Français ont dû se résoudre à coloniser réellement Djibouti à partir de 1882, en y envoyant un gouverneur. Dans un contexte des conquêtes territoriales et des rivalités européennes, Djibouti devient alors le théâtre d'une confrontation politique, diplomatique et géopolitique. Les Occidentaux s'empressent de signer des traités d'amitié au départ pour légitimer leur possession territoriale. Ces derniers ne tiennent pas compte souvent de la valeur juridique, culturelle ou relationnelle aux yeux des sociétés pastorales régies par d'autres formes de gouvernance. Les dizaines de traités signés entre la France et les autorités coutumières locales manifestent ainsi plus d'incompréhension et de tensions. À leur arrivée, les Français savent pourtant que les populations de notre territoire possèdent leur langue, leurs traditions, leurs croyances, ainsi que des juridictions différentes, parfois contradictoires avec leur mode de vie et leur monde. Mais ces richesses culturelles sont méprisées par l'arrogance civilisationnelle occidentale qui assimile à des sauvages qu'il faut civiliser en général. La colonisation crée de facto une situation d'imbroglio qui débouche inéluctablement sur des tensions et des hostilités. En effet, en dehors du premier traité du 11 mars 1862, transcrit en arabe et en français, le reste était uniquement écrit en français. En effet, la plupart des autorités traditionnelles s'appuient sur leur langue locale pour communiquer. Les premiers traités signés entre 1862 et 1882 ont maintenu des quiproquos qui ont conduit à des violences. En effet, l'interprétation fallacieuse et erronée du premier traité du 11 mars 1862 conduisit les sultans des Rahaïta à tourner le dos à la France, puissance tutélaire des côtes obokoises. D'énormes portions territoriales sont ainsi délaissées au profit des Italiens. Les sultans ne pouvant concevoir qu'ils auraient octroyé à la France à titre gracieux leurs terres en échange des 10 000 thalers, monnaie de l'époque, comme les prétendait le traité. Dans les faits, le sultan, selon la Madra, n'a aucune jurisprudence à pourvoir et à distribuer des terres aux gens, encore moins aux étrangers. Il faut noter que ni les chefs Issa ni les sultans de Gobaad ne maîtrisent les français et encore moins l'arabe. Pour pallier à ces manques, on s'appuie sur des interprètes locaux issus des villes portières et engagés par les colons. Les droits coutumiers ne fonctionnent pas de la même manière que les droits modernes, importés et imposés depuis la métropole. Ici, les Français pour les cas de Djibouti.
Les terres ne peuvent être vendues, elles sont partagées. Au contraire, elles peuvent permettre aux autres communautés de cohabiter avec les deux communautés vivant en République de Djibouti. Ces différents traités, bien qu'ils soient fondamentaux dans la construction, l'extension et l'évolution territoriale, ont eu des conséquences définitives et irréversibles sur les tracés frontaliers de Djibouti dans son intérieur et par rapport à leurs voisins. Cependant, ces traités signés avec l'empire colonial sont non seulement ambigus, mais accentuent et renforcent l'assujettissement et l'aliénation des portions des territoires sous autorité des différents sultans et des lougas et manifestent textuellement la perte des souverainetés de ces chefferies traditionnelles considérées à leur arrivée comme des suzerains indépendants avec lesquels on pouvait et devrait traiter d'égal à égal. Les deux traités de Korambado, signés respectivement avec les sultans de Gobaad le 14 décembre 1894 et les chefs Issa le 26 mars 1885, manifestent tout simplement qu'ils ne sont pas compris par leurs signataires, dans la mesure où ces derniers ne comprennent que peu de choses aux terminologies et lexiques sur lesquelles se basent les colonisateurs. Comme l'emploi des termes tels que cession, propriété ou encore donation, il n'est pas question d'attribuer des terres dans la culture nomade car la terre est sacrée, d'autant plus qu'elle est une propriété inviolable et inaliénable. En faisant signer ces traités, l'un des objectifs du colonisateur est d'utiliser ces documents comme acte de propriété auprès des autres puissances coloniales. Les chefferies se rendront compte très vite de la confiscation de leur indépendance politique et économique. La colonisation limite la liberté de circulation et des mouvements et fait décliner les commerces basés sur la caravane par une mort certaine de ces modes de transport traditionnels avec l'avènement du train. Dès l'instant où des traités sont signés avec les chefs traditionnels autochtones, ces derniers touchent des rémunérations modiques, voire misérables, qui les maintiennent dans la pauvreté. Leurs caravanes concurrencées par le train, leur circulation entravée par les frontières arbitraires, leurs territoires ne dépendent plus que du bon vouloir du colonisateur. Avec la colonisation qui s'intensifie, les chefs coutumiers sont alors relégués au rôle consultatif dans la gestion de la vie politique, religieuse et sociale. Les sultans et les ougas n'ont ainsi jamais été consultés, jusqu'à ce qu'un 27 juin 1977, les Djiboutiens décident d'appeler leur pays la République de Djibouti et se libèrent de tout joug colonial dans lequel ils s'étaient enlisés par l'ignorance du contenu des traités par ces chefferies traditionnelles. Un commentaire de la rédaction avec le commentaire de Rahman Mohamed Chibachi. Lutte contre les escroqueries en ligne, la gendarmerie nationale mobilise ainsi les victimes pour une opération de recensement. Dans un contexte marqué par une recrudescence préoccupante des escroqueries en ligne, la gendarmerie nationale alerte la population et intensifie sa riposte contre les réseaux frauduleux. Ces derniers utilisent ainsi des fausses pages de Facebook, des comptes WhatsApp et autres canaux de communication pour usurper l'identité de la plateforme mobile Manif Wafi dans le but de tromper les citoyens afin de leur soutirer de l'argent. Face à cette menace croissante, la gendarmerie nationale lance une opération spécialement de recensement des victimes, d'identification et de collecte des éléments de preuve. Cette initiative qui vise à renforcer les enquêtes judiciaires en cours et permettre ainsi l'identification des acteurs de ces actes de cybercriminalité. À cet effet, les victimes sont invitées à se présenter le samedi 11 juillet prochain de 8h à 17h sur le site suivant de dépôt de leur plainte. Pour les habitants de la commune de Blaous et de Razika, caserne Capitaine Hamadou, située en face de l'université de Djibouti, habitants de Balbala doivent aller à la brigade de Cher Moussa, les habitants de la région de l'intérieur, brigades territoriales respectives. Ces opérations concernent exclusivement les personnes ayant été victimes d'escroqueries commises via la page Facebook, le compte de Wafi frauduleux. Les victimes sont donc priées de se munir d'une carte d'identité, les reçus ou preuves de transactions, toute capture d'écran ou de conversation, WhatsApp, lien Facebook ou tout autre élément utile à l'enquête. À travers cette initiative, la gendarmerie nationale réaffirme sa détermination à lutter contre les cyberartilleries, la cybercriminalité et à protéger les citoyens face aux réseaux criminels les plus organisés. Et dans l'actualité régionale, à présent, le Kenya annonce une augmentation de 40 millions de dollars de sa contribution à l'assurance pour le développement du commerce et de l'investissement en Afrique, Aditi, portant son engagement total à 65 millions de dollars. Fort de ceci.
Le gouvernement kényan a annoncé une nouvelle injection de 40 millions de dollars américains au profit de l'assurance pour le développement du commerce et l'investissement en Afrique, portant ainsi son investissement total dans l'institution à 65 millions de dollars contre 25 millions auparavant. Cette décision traduit la volonté de Nairobi de renforcer les mécanismes africains de couverture des risques et de soutenir les initiatives destinées à stimuler les échanges commerciaux et les investissements sur le continent. Les autorités kenyanes estiment que ce nouvel engagement contribuera à renforcer des objectifs de développement durable à travers des investissements plus importants dans les secteurs prioritaires. Et concernant la Coupe du Monde 2026, le Norvège élimine le Brésil, l'Angleterre passe aux forceps et file 2 quarts. Ferdi Fossé nous en dit plus. Le Norvège et l'Angleterre se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe du Monde de la FIFA édition 2026 à l'issue de 2 rencontres palpitantes disputées en 8e de finale. Lors du premier match, la Norvège a créé la surprise en s'imposant face au Brésil à 2 contre le Mexique. Grâce à ces succès, la Norvège et l'Angleterre se retrouveront en quart de finale dans un duel très attendu. Et en Iran, pour les funérailles massives d'Ali Khamenei à Téhéran, dans un contexte d'incertitude politique, des dizaines de milliers de personnes ont défilé à Téhéran pour accompagner les funérailles du guide suprême iranien. La capitale iranienne, Téhéran, accueille une imposante procession funéraire en hommage au guide suprême, l'Ayatollah Ali Khamenei. Décédé récemment, des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées le long des principales artères de la ville pour accompagner le cortège funèbre, tandis que le cercueil est transporté à travers la capitale dans une atmosphère de recueillement. La cérémonie intervient après 2 journées de deuil national marquées par des prières et des hommages organisés à la grande mosquée Mosalla de Téhéran, en présence de hauts responsables politiques, des chefs militaires, des dignitaires religieux et de nombreux citoyens venus rendre un dernier hommage aux dirigeants iraniens. Au-delà de l'émotion suscitée par la disparition du guide suprême, la communauté internationale suit avec attention les clercs iraniens alors que les discussions indirectes entre Téhéran et Washington demeurent suspendues et que les puissances européennes continuent d'appeler à une reprise du dialogue. Voilà, ce sera tout. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci à l'équipe de la régie, ceux de la production et ceux techniques. Et merci pour votre fidélité et confiance. Quant à nous, on se retrouve à 22h pour notre édition.